Bitcoin, les idées fausses. Il devrait être mis hors la loi. Joseph Stiglitz, économiste américain, prix Nobel d'économie en 2001 et cofondateur de la nouvelle économie keynésienne. La volatilité du Bitcoin le rend peu attrayant pour la plupart des entreprises qui souhaiteraient le détenir en lieu et place de réserve de trésorerie. Steve Hanke, professeur d'économie, conseiller en matière de politiques économiques, membre du Steering Committee du Conseil du G7 à Washington. Bitcoin a atteint une capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars, presque les rendements de la contrefaçon. Jeffrey Sachs, économiste américain, directeur de l'Institut de la Terre de l'Université Columbia et consultant spécial du secrétaire général des Nations Unies Antonio Gutiérrez. Toutes ces déclarations fort critiques à l'égard de Bitcoin proviennent d'économistes renommés, ce qui ne surprend aucunement Andreas Antonopoulos, expert en crypto-monnaie et sans doute le meilleur éducateur sur Bitcoin. Celui-ci explique en effet: Bitcoin est une rupture radicale avec le passé, et donc comprendre le fonctionnement de l'argent traditionnel ne vous aide pas à comprendre Bitcoin. Au contraire, cela vous en empêche. Les personnes qui comprennent le moins Bitcoin sont les économistes monétaires. Ils n'arrivent pas à s'y retrouver. La liste des critiques et autres reproches faits à Bitcoin semble littéralement interminable. Bien qu'un bon nombre d'entre elles soient superficielles et assez faciles à démystifier, cela n'empêche pas leur auteur en quête de nouveaux clics, d'attention et de prétendus avantages compétitifs de les recycler constamment. Ces critiques peuvent être réduites à 3 catégories et versées dans les 3 bacs suivants. Dans le premier bac, les critiques faites à Bitcoin tournent autour de son caractère spéculatif, prétendument injuste. C'est une bulle, son cours est trop volatile, c'est une monnaie adossée à rien, c'est un objet de pure thésaurisation dont la propriété est très concentrée. Dans le deuxième bac, Bitcoin est jugé gaspilleur, inutile. C'est une monnaie désuète, énergivore, lente, dont les frais de transaction sont onéreux et dont le fonctionnement dépend complètement d'Internet. Enfin, dans le troisième bac, Bitcoin est jugé dangereux. C'est une arnaque qui facilite le crime. C'est une pyramide de Ponzi qui, tôt ou tard, sera interdite par le gouvernement et dont l'offre prétendument fixe reste vulnérable à des bugs inflationnistes. C'est par ailleurs une monnaie complètement duplicable. Bitcoin est une bulle. Le Bitcoin ressemblait à une bulle en 2011 alors que son cours atteignait à peine $1. Il ressemblait encore à une bulle en 2013, $200. Toujours pareil à une bulle en 2017 à $20 000. Encore une bulle en 2021 à $70 000. Bitcoin a été qualifié de bulle à de nombreuses reprises par de nombreuses personnes et pendant de nombreuses années. Si son prix a bel et bien connu plusieurs corrections sévères qui pourraient justifier de lui accoler une telle étiquette, la tendance générale de son cours est spectaculairement à la hausse. Les critiques qui proclament la mort de Bitcoin à la fin de chaque cycle de marché se retrouvent quelque peu à court d'analogie. La vérité s'impose enfin, ils se trompent. Trop volatile. La volatilité, c'est subjectif. S'attendre à ce que le prix du Bitcoin reste dans une fourchette imaginaire est sans fondement. Le Bitcoin s'échange 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année dans presque tous les pays du monde. Aucune exigence en matière d'enregistrement, pas de jour férié, pas de coupe-circuit pour mettre le marché en pause, aucun renflouement. C'est un marché véritablement libre et toute cette volatilité est le reflet d'accords en temps réel entre acheteurs et vendeurs, et ce sans aucune intervention gouvernementale. Bitcoin est en passe de devenir la principale réserve de valeur mondiale de l'ère de l'information. Partant de zéro, l'idée que la trajectoire dépréciation de son cours se produise en ligne droite est totalement illusoire. Au fur et à mesure de son adoption, Bitcoin devient de moins en moins risqué.
son potentiel de hausse diminue, tout comme sa volatilité. Bitcoin est adossé à rien. Le concept de monnaie adossée à quelque chose est un oxymore car ce qui garantirait Bitcoin serait alors simplement considéré comme de la monnaie. Toute monnaie tire en partie sa valeur de sa rareté. Bitcoin est absolument rare et n'a nul besoin d'être adossé à quoi que ce soit de rare. Vérifiable et auditable de façon indépendante, Bitcoin est exempt de tout risque de contrepartie. Il n'existe aucune tierce partie à qui faire confiance pour stocker et sécuriser une certaine quantité de marchandises ou d'actifs. En fait, la chose la plus probable est que l'avenir sera garanti par le Bitcoin. En fin de compte, Bitcoin est garanti par quelque chose, et c'est d'ailleurs la seule chose qui soutienne la monnaie, la crédibilité de ses propriétés monétaires. Parker Lewis. Et par propriété monétaire, il entend entre autres la rareté, la divisibilité, la transportabilité, la durabilité et la reconnaissabilité de Bitcoin. Bitcoin va devenir obsolète. Bitcoin représente la découverte singulière de la rareté absolue. C'est un événement unique comme la découverte du feu, de l'électricité ou des mathématiques. Concurrencer Bitcoin sur cette dimension est à la fois illogique et impossible. Il n'existe pas de niveau de rareté supérieur à la rareté absolue. Les critiques concernant les prétendues limitations ou inconvénients actuels de Bitcoin présupposent que les compromis relatifs à la sécurité et au système d'incitation n'existent pas, ou alors que dans sa forme actuelle, Bitcoin ne procure pas encore d'immenses bénéfices à des millions de participants. Bitcoin est un réseau sans autorisation, de croissance exponentielle, opérationnel 99,98% du temps sur plus d'une décennie. Sécurisé par des milliards de dollars de matériel, il permet l'échange de trillions de dollars en valeur. À ce stade, remplacer Bitcoin comme réseau monétaire numérique dominant est hautement improbable. Il n'y a aucun exemple de réseau numérique monstre de 100 milliards de dollars qui ait été vaincu après avoir atteint une position dominante. Michael Saylor. Bitcoin est excessivement énergivore. Bitcoin est une monnaie saine et accessible à tous dans le monde entier. Son mécanisme de preuve de travail lui permet de résister à la censure. Alors que l'on estime à 4 milliards le nombre de personnes vivant actuellement sous un régime autoritaire, Bitcoin leur offre à tous un moyen d'envoyer, de recevoir, d'épargner et de transporter de l'argent. Ainsi, demandez-vous donc, quelle quantité exacte d'énergie un tel réseau monétaire devrait-il consommer ? Plus important encore, pourquoi seriez-vous la personne la mieux placée pour juger de cela ? Imaginez une carte topographique du monde, mais prenez les coûts locaux d'électricité comme variable déterminant les pics et les creux. Ajouter Bitcoin, c'est comme verser un verre d'eau sur cette carte en 3D, se dépose dans les creux en les lissant. Car Bitcoin est un acheteur mondial d'énergie à prix fixe. Nick Carter. Cas d'usage. Monétisation d'énergie bloquée. Le minage de Bitcoin offre une solution hyper modulaire et transportable répondant aux besoins des sites de production d'énergie localisés dans des régions où la demande est nulle ou insuffisante et où il n'existe pas de moyen de transporter l'énergie produite. La mise en place sur site d'équipements de minage générant du hash permet de produire des bitcoins. Cet actif peut ensuite être conservé pour une plus-value future ou vendu sur son marché libre très liquide et accessible dans le monde entier. Dépendance à l'Internet. Perdre l'accès à Internet à la suite de pannes d'infrastructures, de catastrophes naturelles ou de coupures intentionnelles est une préoccupation légitime. Il existe heureusement plusieurs alternatives permettant d'effectuer des transactions Bitcoin hors ligne et via d'autres réseaux de télécommunications. Pour l'envoi de Bitcoin sur la chaîne, il suffit qu'une transaction signée atteigne un seul nœud pour qu'elle soit diffusée sur le réseau et incluse par les mineurs dans un futur bloc.
Parmi les différentes méthodes disponibles pour y parvenir, on peut relayer les transactions par SMS à un appareil connecté à l'Internet, faire circuler des portefeuilles physiques contenant une clé privée inviolable à usage unique, ou même recevoir les derniers blocs par satellite. Une transaction Bitcoin peut être transmise via un Wi-Fi non sécurisé, par un signal de fumée, avec des pigeons voyageurs. Nous l'avons séparé du moyen de transport, donc il ne dépend pas d'une sécurité sous-jacente. Andreas Antonopoulos. Bitcoin facilite les activités criminelles. Bitcoin est un outil neutre de communication de valeur. Il n'a pas de croyance, pas d'opinion ou de valeur propre. Les gens donnent du sens au Bitcoin dans leur manière de l'utiliser. L'argument selon lequel les propriétés du Bitcoin ont entraîné une augmentation générale de l'activité criminelle ne tient pas. La criminalité ne découle pas de l'accès à certains outils et technologies, mais bien des circonstances individuelles. Bitcoin est-il fonctionnel ? Si oui, il est fonctionnel pour tous, y compris pour les criminels. Si non, il est non fonctionnel pour tous, criminels y compris. Rien d'inhérent aux outils utilisés pour faciliter les crimes ne les rend criminels intrinsèquement. Bien que les routes, l'Internet, le courrier, etc. soient utilisés dans le cadre d'activités criminelles, personne n'en réclame l'interdiction. Par Pierre Lewis. Bitcoin est une pyramide de Ponzi. Qualifier Bitcoin de système de Ponzi témoigne d'un déficit de compréhension à la fois de Bitcoin et des schémas pyramidaux. La promesse faite aux investisseurs de rendements supérieurs au marché est un élément caractéristique de toutes les pyramides de Ponzi. Bitcoin est un réseau sans permission, sans autorité centrale à même de faire de telles promesses. Plus fondamentalement encore, Bitcoin n'est pas un schéma d'investissement, c'est la monnaie en soi. De plus, à la différence des opportunités d'investissement opaques marketées aux néophytes, le code de Bitcoin est open source. Son offre est vérifiable à tout moment, par tous, de façon indépendante. Bitcoin est lent. Régler une transaction en Bitcoin sur la chaîne principale n'est pas comparable à l'utilisation de sa carte de crédit pour payer un taco. Et même dans ce cas, bien que votre paiement puisse vous sembler instantané, il passe en fait par plusieurs contreparties et n'est déposé sur le compte bancaire du commerçant qu'après plusieurs jours de traitement. Avec Bitcoin, vous n'envoyez pas une reconnaissance de dette, vous envoyez une monnaie dure directement au destinataire, sans intermédiaire, sans risque de censure, et vous pouvez être assuré du règlement final une fois la transaction confirmée. 6 blocs, ça n'est pas une éternité après tout. Ce serait plus juste de comparer Bitcoin et la Réserve fédérale comme émetteurs de monnaie et mécanismes de compensation. Carl Lewis. Utiliser Bitcoin pour les achats de consommation courante revient à aller faire ses courses dans la rue en Concorde. Le gaspillage ridiculement coûteux d'un outil étonnant. Dave Dynamos. L'offre soi-disant fixe de Bitcoin est corruptible. Croyez-moi, l'homme est capable d'une manière ou d'une autre de créer plus de Bitcoin. S'ils vous disent qu'il y a des règles qui les en empêchent, ne les croyez pas. Quand il y a assez d'incitations, de mauvaises choses vont arriver. Charlie Munger, investisseur, milliardaire, associé de Warren Buffett. Adhérer à un ensemble de règles. N'importe qui peut forquer, bifurquer le code de Bitcoin et y insérer ses propres règles modifiées. Mais personne n'exécutera cette version-là. L'attrait que suscite Bitcoin provient de la nature incorruptible de son offre, fruit d'un consensus décentralisé où chacun des nœuds du réseau valide indépendamment chaque transaction qui a été confirmée sur le réseau Bitcoin. Bitcoin sera interdit. En toute honnêteté, Bitcoin peut être interdit, mais l'application de cette interdiction est une cause perdue parce que Bitcoin a transformé la monnaie en pure information. Une clé privée,
est simplement un nombre aléatoire de 256 bits. Interdire Bitcoin reviendrait donc à empêcher les nombres aléatoires d'être générés. Bon courage pour atteindre cet objectif. Si les transactions en Bitcoin sont très visibles sur la blockchain, l'emplacement des clés privées qui en contrôlent l'accès reste largement indétectable. En outre, l'infrastructure nécessaire pour accéder au réseau Bitcoin et vérifier les transactions en toute confiance est banale. Il suffit d'avoir accès à du matériel informatique de base. Bon courage donc aussi pour mettre en application cette interdiction de participer au réseau Bitcoin. Interdire Bitcoin, c'est un peu comme essayer d'interdire les maths. Cela ne fera que prouver son utilité et pousser plus encore de gens vers lui. Saifedean Ammous. La propriété de Bitcoin est très concentrée. Combien de fois avez-vous entendu cette vieille rengaine ? La majorité de tous les bitcoins sont détenus par une poignée de portefeuilles. C'est vrai, mais ajoutons une précision essentielle, il s'agit généralement de portefeuilles appartenant aux bourses, aux échanges, qui comptent des millions de clients. Dans un monde idéal, les gens ne laisseraient pas leur bitcoin sur un échange, mais c'est un autre sujet. Une seule adresse Bitcoin peut en effet contenir des bitcoins appartenant à de nombreux utilisateurs. Et un seul utilisateur peut contrôler plusieurs portefeuilles. Les meilleures pratiques en matière de protection de la vie privée consistent en fait à éviter de réutiliser une même adresse, donc d'en générer une nouvelle pour chaque transaction reçue. Bitcoin est sans autorisation, Bitcoin est pseudonyme. Il est donc difficile, voire impossible, de savoir avec certitude qui contrôle une clé privée donnée. Toute déclaration concernant le nombre précis d'individus contrôlant une quantité particulière de Bitcoin est une spéculation. Le minage de Bitcoin est centralisé. La menace d'une collusion entre pools de mineurs pour perturber d'une manière ou d'une autre le réseau, censurer les transactions ou dépenser 2 fois des bitcoins témoignent d'un manque de compréhension des incitations des mineurs et de l'étendue de leur contrôle sur le réseau et sur la blockchain. Disposer d'une majorité de la puissance de hachage ne permet pas aux mineurs de prendre possession de vos jetons, ne leur permet pas de changer les règles de Bitcoin, ne permet pas aux mineurs de vous nuire sans se causer du tort à eux-mêmes. Jimmy Song. Bitcoin est trop cher. Comparez le prix unitaire du Bitcoin au prix unitaire d'autres actifs financiers, par exemple avec le prix d'une once d'or, dénote un billet unitaire. C'est cette tendance qu'ont les individus à vouloir compléter ou atteindre une unité d'un article ou d'une tâche donnée. Les gens veulent finir la portion qu'ils ont, quelle que soit sa taille. Il est plus exact de comparer la capitalisation boursière totale du Bitcoin à celle d'autres classes d'actifs pour en évaluer la valeur relative. De plus, rappelez-vous qu'un seul Bitcoin est divisible en 100 millions de petites unités. Satoshi, comme dit la maxime, vous pouvez acheter une fraction de Bitcoin. Les frais de transaction sur la blockchain Bitcoin sont prohibitifs. Les transactions confirmées sur la couche principale du Bitcoin offrent une finalité dont le niveau de certitude est inégalé dans le système financier traditionnel. Ainsi, même si les frais de transaction atteignent parfois des sommets en raison de la capacité limitée de chaque bloc, le réseau Bitcoin demeure une couche de règlement incroyablement efficace et fiable pour les transactions de grande valeur. Les transactions de moindre importance, parmi lesquelles on compte les microtransactions, continuent de migrer vers des couches secondaires, par exemple Lightning ou les chaînes latérales, où les frais sont d'un ordre de grandeur inférieur à ce que peut se permettre une banque de détail. Saifedean Ammous, l'auteur de l'étalon Bitcoin, nous fait remarquer qu'entre octobre 2010 et juillet 2021, les frais de transaction quotidiens se sont élevés en moyenne à 0,02% de la valeur des transactions. Bitcoin sera thésaurisé. Par
Argument de nouveau en vogue en cette période de dette à bon marché, une monnaie dont l'offre est fixe encouragerait la thésaurisation, les détenteurs restant sagement assis à regarder monter la valeur de leur bitcoin plutôt que de le dépenser dans l'économie. Cette logique pose quelques problèmes, principalement parce qu'elle diabolise une activité plus communément appelée épargne, ce qui reste de vos revenus une fois soustraites les dépenses. Rebaptiser l'épargne thésaurisation, c'est littéralement préconiser de vivre d'une paye à l'autre. Tout investissement significatif requiert en premier lieu d'épargner du capital pour pouvoir le redéployer plus tard. C'était du moins la logique qui prévalait avant que les banques ne se mettent à créer de l'argent par le biais des prêts. Les gens conservent de l'argent pour se prémunir contre les incertitudes futures. Oui, garder du Bitcoin, c'est utiliser Bitcoin. Il y a toujours quelqu'un qui garde Bitcoin. Les paiements ne font que changer celui qui les conserve. Pierre Rochard. Bitcoin peut être dupliqué. La critique est la suivante. Bitcoin n'est pas rare parce qu'il existe des milliers d'autres crypto-monnaies et parce que n'importe qui peut copier le code de Bitcoin et en créer sa propre version. Bitcoin est un protocole open source pour le transfert de valeur. Oui, n'importe qui peut le bifurquer ou tenter de lancer une version identique, mais vous ne pourrez pas rallier à vous tous les développeurs, les mineurs et la puissance de hachage, les utilisateurs, les opérateurs de nœuds ou l'ensemble des produits et services. Bitcoin attire à lui tous ces gens et ces ressources précisément en raison de sa transparence et de son processus de développement rigoureux. L'open source est vraiment une méritocratie. Vous avez un collectif puissant qui construit des solutions. Vous avez tout cet examen minutieux facteur de sécurité. Bitcoin Core est sans doute l'une des bases de code les plus examinées au monde. BTC Shelling Point. Le cheminement d'un bitcoiner. Il faut finalement assez peu de talent pour lister 100 raisons pour lesquelles Bitcoin va échouer. Mais il faut une véritable curiosité pour en venir à démystifier ces raisons, indépendamment, systématiquement, une à une, en partant de principes fondamentaux. C'est ainsi que se forge un bitcoiner. Hiérarchie de la qualité argumentative de Graham. On pourrait également intituler la pyramide des divergences ou des désaccords. Cette hiérarchisation de la qualité d'une argumentation dans un débat d'idées a été développée par Paul Graham dans son ouvrage How to Disagree, publié en 2008. Elle peut nous être utile pour analyser justement la qualité, la pertinence, la maturité, pourrait-on dire, des critiques opposées à Bitcoin et des arguments produits lors de débats contradictoires. Ce qui apparaît immédiatement au regard de cette illustration, c'est que le niveau 0 de l'argumentation, c'est l'insulte, l'injure. En partant de ce niveau plancher, l'attaque ad hominem, qui cible la personnalité de son adversaire beaucoup plus que ses propos, représente une certaine avancée. Si l'on progresse encore, on en arrive à des attaques visant à discréditer l'adversaire sur la base du ton. Un degré plus haut dans cette échelle de qualité argumentative, on trouve la contradiction simple, qui oppose des idées peu élaborées ou dépourvues de preuves. Puis on trouve la contre-argumentation, qui a enrichi la contradiction d'un véritable effort de raisonnement ou de preuve qui vise directement l'argument initial. Enfin, un stade plus haut encore dans cette pyramide de qualité argumentative, on arrive à la réfutation, où l'on parvient à identifier l'erreur de jugement dans le propos de l'autre. Et enfin, c'est en identifiant et en intégrant correctement le point central de l'adversaire dans sa propre réfutation que l'on atteint le summum de la qualité argumentative. Voilà un beau cadre analytique à méditer, chacun dans toutes sortes de contextes. Il est également important de saisir les motivations profondes, tous ceux qui décrient un logiciel libre, exécuté volontairement, et qui offre à tout individu qui soit la possibilité de préserver une richesse déjà gagnée et injustement taxée par la dépréciation monétaire. Alors, Alex Gleitstein identifie 4 profils des critiques de Bitcoin.
Et il prévient: vous êtes peut-être une exception, mais pratiquement tous les critiques de Bitcoin entrent dans l'une de ces 4 catégories. Le critique haineux aigri, l'étatiste désespéré, l'intellectuel malhonnête ou le prisonnier irrécupérable. Si vous êtes un critique haineux aigri, cela fait des années que vous avez entendu parler de Bitcoin, mais vous n'en avez jamais acheté et maintenant vous êtes aigri. Vous, l'étatiste désespéré, vous considérez que seul l'État peut créer la monnaie et donc Bitcoin met à mal votre représentation du monde. Quant à vous, l'intellectuel malhonnête, vous n'avez tout simplement pas fourni le travail requis pour comprendre Bitcoin et vous souhaiteriez juste le voir disparaître. Enfin, vous, le prisonnier irrécupérable, vous êtes complètement investi dans un altcoin et ressentez le besoin de critiquer Bitcoin afin de défendre vos propres choix de vie. Voilà, on arrive à la fin de ce beau diaporama sur les différentes idées fausses qui circulent autour de Bitcoin. Un grand merci à Anil, l'auteur de cette présentation. Anil que vous pouvez retrouver sur Twitter et dont vous pouvez découvrir tous les outils pédagogiques sur le site Gumroad. À ce sujet, Anil vous encourage vraiment à laisser vos commentaires sur sa page de manière à augmenter la visibilité de ces outils et de réduire ainsi tout le FUD autour de Bitcoin. Je vous remercie de votre attention. Abonnez-vous à la chaîne si ce type de vidéo vous plaît, si vous souhaitez être notifié de la publication de nouveaux contenus. Likez pour soutenir notre jeune chaîne et partagez ce contenu avec ceux qui, dans votre entourage, pourraient bénéficier de ce type d'informations. Merci, à très bientôt.